Allez, salut à tous, c'est Sunejin, je suis très content de vous revoir et donc nouvelle chronique sur Wrestling Football et donc on va vous proposer bien le bilan des différents shows hebdomadaires de la WWE. Et donc qu'est-ce que ce sera le bilan? Eh bien je vais vous expliquer, je vais simplement le show rouge, par exemple ce qu'on va faire c'est qu'on va décrypter WWE. Alors on va le décrypter, on va analyser les différents événements qui ont lieu durant ce show. Et donc, eh bien, on va dire les points forts, les points faibles, ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé. Et donc, eh bien, et à la fin, je ferai un bilan si oui ou non le show a été utile à la construction des différentes rivalités de la World Wrestling Entertainment et bien sûr pour Night of Champions. Pourquoi ai-je décidé de faire ça? Il y a une raison simple, c'est que je suis parti d'un principe, c'est que on fait le bilan du foot, on fait le bilan des pay-per-view, et moi j'estime que faire le bilan des shows qui sont une valeur ajoutée, qui sont bien sûr liés à la construction des rivalités, est tout aussi importante. Et donc on va parler déjà de ce qui s'est passé lors du début du show. Et donc le début du show a été marqué donc par l'annonce de la semaine dernière, comme quoi il y avait un Lag Reel, c'est-à-dire l'émission de Chris Jericho, où donc l'invité était Randy Orton. Et là, il s'est passé que Randy Orton n'est pas venu tout seul, puisque l'intégralité de la bande de l'autorité est venue. Et là, moi déjà, je peux vous dire que j'ai bien aimé. J'ai bien aimé parce que cette équipe me fait penser un petit peu à l'évolution. C'est vrai que l'évolution, c'est un peu ça, c'est deux... Et surtout, ça a été la crédibilité de l'évolution. On avait deux anciens, c'est-à-dire le passé, Kane et Triple H, même si je considère que Triple H, s'il veut retourner dans les circuits, il peut. On avait Randy Orton, qui lui était donc le présent, et le futur, qui était donc Seth Rollins. Et moi, je trouve que la présence de l'autorité était très intéressante, parce que, eh bien, ça montrait deux possibilités. On avait la possibilité comme quoi Triple H était venu pour peut-être s'en prendre à Chris Jericho, de manière à lui dire voilà, tu casses les pieds à tout le monde, on va te démolir la tronche, et là ça aurait pu entraîner la présence des trois autres, c'est-à-dire Chris Jericho bien sûr, John Cena et Roman Reigns, ou alors, et l'annonce donc du match à 6 qui était proposé à la fin du show, et donc, qui est donc forcément, je vais vous le dire déjà, Roman Reigns, John Cena et Chris Jericho contre l'autorité, Kane, Randy Orton et Triple H. Vous avez aussi la deuxième solution qui était intéressante, qui forcément était peut-être la solidarité. La solidarité avec donc, écoute, si tu veux attaquer Randy Orton, faut que tu passes d'abord par moi. Et ils ont pris une troisième solution, qui était donc une annonce qui était plus globale. Alors cette annonce, je peux vous dire tout de suite, je n'ai pas du tout apprécié comment ça s'était passé. On avait donc Triple H qui annonçait à ce moment-là qu'il hésitait, donc il était plus trop sûr de la possibilité de mettre John Cena en tant que challenger face à Brock Lesnar. Et donc John Cena pas content, alors bien sûr tout le monde s'est un petit peu déclaré, mais John Cena est apparu, et John Cena a alors menacé Triple H de poursuite judiciaire, cela ne faisait pas. Analysons un petit peu le segment qui a été proposé. C'est un segment parlé, donc finalement il faut qu'il y ait des choses qui sont fortes, et des impacts, comme on pourrait le dire. Et donc, si on peut décortiquer, on avait donc trois parties. On avait la première partie qui était donc Triple H qui hésitait, Chris Jericho et toute la bande qui se sont donc proposés pour être le challenger numéro 1. On avait le milieu, le centre, c'était John Cena et Triple H. Et enfin, le dernier qui était donc la possibilité du main event, etc. Et donc, bien sûr, et tout ça. Alors, on va commencer par la première partie. La première partie, moi je trouve que ça partait d'un bon sens. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un problème récurrent, on le sait, Brock Lesnar a un problème de contrat. Et donc, comme il a un problème de contrat, il ne peut pas être présent tout le temps. Bon, vous avez compris que forcément, il n'était pas là cette semaine. Et n'étant pas là cette semaine, il fallait trouver un moyen de meubler. Et donc, ils ont décidé de faire une redistribution des cartes. J'ai envie de dire, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que ça peut être une idée. John Cena va devoir retrouver sa rédemption, et la rédemption passe parfois par la possibilité de gagner le titre que plutôt on le donne. L'idée est plutôt intéressante et elle méritait d'être creusée. Et si plus est, Triple H a le droit de le faire, parce que je vous rappelle que Randy Orton l'a dit, c'est quand j'ai mon match de revanche à WrestleMania, même s'il l'a déjà obtenu 55 fois. Mais l'arrivée de John Cena c'est la deuxième partie,
va tout casser. Tout. Parce que on est donc concrètement dans une analyse où Triple H a décidé de ne pas redonner la chance à John Cena et donc de remettre en question la possibilité qu'il soit champion. Et donc, John Cena, je me souviens d'ailleurs d'un match contre celui qu'on ne peut pas prononcer le nom, CM Punk, il y avait un homme qui s'appelait John Cena, devant lui il y avait Vince McMahon. Et John Cena a dit, écoute, si jamais tu ne me donnes pas la ceinture, enfin tu ne me donnes pas le match contre CM Punk, à l'époque John Cena était le champion, je te rends la ceinture, et moi c'est fini pour moi, je ne t'aiderai plus, j'ai plus envie, je démissionne. Et à ce moment-là, où a été ce John Cena? John Cena aurait pu menacer Triple H de démissionner, puisqu'il le dit lui-même, Triple H. Triple H lui dit que si John Cena s'en va, ce n'est pas bon pour le business. Il aurait pu être très agressif. Par exemple, il aurait pu aller dans les coulisses, s'en prendre à tout le monde. Il aurait pu faire la continuité de ce qui vient d'être dit, parce que John Cena aurait très bien pu dire, attention Hunter, attention, si jamais tu me fais ça, pas de poursuite judiciaire, c'est nul les poursuites judiciaires, tout le monde était en train de se... Triple H, il les regardait comme ça, il disait, waouh, oh super, mon pote, tu me fais des poursuites judiciaires. Putain, j'ai peur, mais alors tu vois là, je fais dans mon froc là. Ah mais là, je fais dans mon froc là, tu vois, avec ma cravate rose, enfin, violet rose, je suis super intimidé. Mais tu peux pas imaginer à quel point, mais je suis méga intimidé. Et donc... Ça a été mal joué. Ça a été super mal joué. Alors, est-ce que c'est John Cena qui l'a mal exécuté? Est-ce que... Je ne sais pas, mais en tout cas, John Cena, ça a été super mal fait. Ils auraient dû faire ça en plusieurs semaines, avec un John Cena beaucoup plus agressif, qui s'en prend un peu à tout le monde, qui essaye un petit peu de prendre en otage le show, pour que Triple H soit contraint et forcé de accepter. Et ça aurait été plus intéressant. Qui plus est, Chris Jericho et Roman Reigns, la redistribution des cartes, et surtout, on a la fin qui finalement nous fait dire, bon écoute, finalement, je vais y réfléchir. Non mais attends, t'as une décision, tu la prends plus, tu la prends plus. Et là, c'est devenu, de plus en plus on avançait dans le segment, et plus c'était brouillon. Plus tout le monde se disait, mais oh là là, mais alors l'autre il voulait faire ça, mais il voulait pas faire ça, mais il veut faire ça. Quand on a un segment, il faut que ça... Vous savez, un segment, c'est comme un discours. Quand vous faites un discours et donc vous avez un débat, il faut à tout prix que une ligne soit bien faite. C'est comme par exemple quand vous faites un débat sur, je sais pas, les rythmes scolaires, par exemple. Il faut que... Il y a des gens pour et des gens contre, c'est normal. Mais il faut une ligne directrice. Et là, j'ai eu l'impression de me dire, mais la ligne directrice, mais elle était brouillonne. Alors tu lui donnes le match, tu lui donnes plus, ça manquait un peu de clarté. Et j'ai peur quand même que ce qui s'est passé là, les gens vont soit se dire ouais super, ok, tu nous laisses faire ça parce que Brock Lesnar il est pas là, ou alors la deuxième possibilité qui pourrait être gênant, c'est ouais super, ouais mais on va avoir un match, vous allez avoir un match, et que les gens finalement ne l'aient pas et soient encore plus mécontents, parce qu'on aurait pu avoir, excusez-moi, les 6 là, Lesnar en 7ème, dans un match à l'élimination. Ça aurait été tout à fait possible, hein. Moi j'aurais pu l'imaginer. Et au lieu de ça, il n'y a absolument rien. Et on sait que la carte de Night Champion, il y a 3 matchs. Il est évident qu'il devrait y avoir un Tiva et un Tag Team. Enfin, on parlera d'ailleurs du Tag Team après. Mais c'est vrai que c'est très compliqué. Et j'ai trouvé que ce segment était très brouillon et manquait réellement de clarté. Le système de poursuite, et pour moi, n'a pas sa place dans une gimmick comme celle de John Cena où il dit ne jamais abandonner. Quand tu parles de poursuite judiciaire, en général, c'est que tu abandonnes le fait que tu ne peux pas te battre avec les mains, mais avec la parole. Et au niveau parole, John Cena en a fait beaucoup. J'aimerais juste une chose, c'est que John Cena arrête de parler et qu'il agisse. Et on en parlera bien sûr là des pronostics, le contraste entre John Cena, le cas qui parle, et le John Cena qui agit est trop criant en ce moment. Il faudrait que John Cena désormais agisse dans tous les sens du terme. Voilà, c'est à peu près tout. Alors bien sûr, juste un détail comme ça, le moment où Seth Rollins veut tenter un coup de mallette ne sert à rien. J'ai jamais compris, alors peut-être que c'est lié pour un petit peu que Roman Reigns et Seth Rollins soient mis en place, et d'ailleurs je noterai 2 points. Il y a 2 moments où j'ai apprécié, c'est les 2 moments d'humour, donc Roman Reigns qui arrive et qui fait « Vas-y Randy, bah oui !»
Donc ça, je trouve ça sympa, et je trouve d'ailleurs que c'est super bien fait. Et le deuxièmement, c'est la cravate, mais vous voyez quand même que le segment a été trop brouillon, je me suis complètement paumé, et il va falloir quand même un peu plus de clarté par rapport à ça. Ensuite, nous avons eu le premier match de la soirée. Alors, le premier match de la soirée, donc c'était donc Sheamus et Dolph Ziggler contre donc le Miz et Cesaro. Donc les challengers et le challenger et le champion. Enfin, il y avait donc les challengers contre les champions. Match intéressant que j'ai trouvé sympa. Bon, c'est un match par équipe, un classique de WWE. Mais moi, ce que j'ai bien aimé dans ce segment, enfin dans ce match, c'est le Miz qui passait son temps à se faire. C'est vraiment pour permettre de rigidifier, de renforcer sa gimmick. Et je trouve que la présence de Miz Down, qui était vraiment, moi je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fait là? Je trouve que notamment le fait qu'il dit vas-y et que la doublure elle enlève ses lunettes, elle fait vas-y j'y vais. Je trouve que c'est super sympa et notamment je trouve que Damien Mizdown a vraiment du talent par rapport à ça. Et je trouve d'ailleurs que le fait de la maquilleuse, qui d'ailleurs est une catcheuse de je ne sais plus quelle fédération, est super bien fait. On le voit quand Cesaro est en train de dominer, tu le vois un petit peu en train de s'asseoir, en train de se faire maquiller un peu partout, en train de se faire maquiller, en train de dire bon voilà, il faut que je me maquille un peu le torse. Je trouve ça super bien fait et notamment ça a permis un petit peu à renforcer la gimmick de notre ami Miz face aux autres qui étaient un petit peu limités, parce que c'est vrai que Sheamus et Ziggler c'est les champions, mais mettre l'accent sur le Miz et sur le fait que c'est sa gimmick qui a été renforcée, je trouve ça pas mal. Ensuite nous avons eu, alors je parle pas du match qu'on a eu après, le match entre Shamrock, Eva, Big Red Hair Marie et donc Rosa Big Boo Mendes et donc leurs adversaires, parce que je risquerais d'être vulgaire. Mais il y a eu un, alors je vous explique, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, c'est le segment de Paul Heyman. Alors vous n'avez pas pu le voir dans le show de Raw, puisque en fait il y a eu un gros bug. Le gros bug ça a duré 5 minutes, et je préférais enfin 1 minute, on va quand même pas exagérer, on va pas faire le Marseillais comme disent certains. Durant 1 minute, et forcément ça a été un petit peu compliqué, et donc j'ai décidé de l'enlever. Ça, ce segment, on va le dire, ce segment est mal placé. C'est-à-dire que on a ce segment qui est pas mal sur le principe. On voit Paul Heyman arriver, qui dit Ladies and gentlemen, my name is Paul Heyman, et I'm the one behind the one, the conqueror Brock Lesnar, etc., etc. Non seulement c'est mal placé, mais en plus de ça, il nous fait un spoiler pour nous dire voilà, il y aura John Cena à Night of Champions. Mal placé pour une raison. C'est que moi, je me dis que ce segment aurait dû être soit après le Six Man, ou alors avant, c'est-à-dire dans le segment du début. On aurait eu donc les 6 en train de se disputer. Triple H t'entend de calmer le jeu et tu entends Ladies and Gentlemen, et ça franchement ça aurait été génial, parce que là tout le monde se serait retourné, tout le monde se serait dit putain Paul Heyman qu'est-ce qu'il va faire, est-ce que Brock Lesnar est d'accord, ou alors à la fin où tu vois peut-être John Cena qui arrive et hop, écoute-moi bien John, tu vas peut-être être le challenger, tu seras peut-être pas le challenger, j'en ai rien à faire. Mon client Brock Lesnar, la présence a été mal faite et malheureusement cela a porté préjudice. Ensuite nous avons eu donc un match par équipe encore entre donc le Big Show et Mark Henry contre les Wyatt. Pas grand chose à dire, c'est le même match à chaque fois. On va dire, franchement, j'ai envie de dire, arrêtez avec les matchs doublons, même triplons pour eux, parce que franchement, ça devient redondant, mais à un point. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas la possibilité de faire mieux? Mais c'est vrai que les Wyatt, c'est encore fait. Alors, ils sont perdus par disqualification. La seule avancée, c'est Rusev qui était là. Encore une fois, ça manque de logique. Moi je pense que ça aurait pas été un crime pour que Rusev fasse perdre l'équipe. En faisant perdre l'équipe, ça aurait été plus fort. Là on voit Rusev dégainer un Yakuza kick, disqualification, Mark Henry se relève. Alors est-ce que ça aurait été plus intéressant, mais là sincèrement j'ai pas trouvé ça intéressant et je trouvais cela inutile par rapport à ça. Ensuite on a eu un Jack Swagger contre Curtis Axel, donc on a été sur la victoire de Jack Swagger, c'était logique. La présence de Zeb Cortez d'ailleurs qui était pas mal.
Et donc, ce qui est très intéressant dans ce match-là, c'est la présence des trois qui sont derrière Bo Dallas, qui continue donc la rivalité, où on a donc trois Américains, enfin un immigré qui veut devenir américain. On a, je crois, une dame qui, je crois, a eu des difficultés, et donc lui qui ne veut plus, avec son fils est en train de veut parler russe, et le premier dont je me souviens plus les raisons. Et forcément, voir ça, c'était sympa. C'était sympa, c'était rigolo. Et d'ailleurs, le fameux Please stand, mettez la main sur votre cœur, je trouvais ça sympa. Et forcément, bah, ça a permis un petit peu de lancer la rivalité. Et notamment, ce que j'aurais peut-être aimé, alors après, on verra peut-être ça à SmackDown, c'est Zeb Contus qui peut-être aurait pris le micro pour lui répondre. Est-ce qu'il fera ça à SmackDown? Je n'en sais rien. Et ensuite, nous avons, alors rien à dire de plus. Ensuite, nous avons, eh bien, la continuité de ce qui s'est passé. Alors Zack Ryder contre Rusev, j'ai même pas besoin d'en parler, c'est un match qui a été intéressant dans le mauvais sens du terme, puisqu'on a vu que Zack Ryder eh bien s'est fait dégommer puisqu'il a fait un squash comme d'habitude, mais la présence de Mark Henry a été très intéressante puisque c'est la réponse de ce qui s'est passé bien avant. Je signalerai juste une chose, c'est que Rusev est parti. Moi j'aurais préféré peut-être voir le Big Show et Mark Henry arriver, et peut-être Rusev chercher un partenaire, ça aurait pu être sympa. Là finalement pas de ça du tout. On a un Mark Henry qui se lance dans une rivalité avec Rusev. Moins de ça, mais je fais mon chichi parce que finalement c'est dans la continuité. Ça a duré quelques minutes, c'était sympa par rapport à ça. Et donc on va passer au moment le plus... Alors je parlais du début qui était quand même assez brouillon. Alors il faut savoir... Et là c'était mais le bordel intégral. Parce que si au début, donc le fameux segment du Highlight Reels, on sentait qu'il y avait une explication, tu savais que Triple H n'était pas sûr, que finalement il avait changé d'avis. Après, alors celui-là, c'est le plus gros bordel que j'ai jamais vu. Je m'explique. Alors pendant le show, on a eu des segments avec Nikki Bella, où Nikki expliquait pourquoi Brie Bella était une menteuse. Parce qu'elle avait volé Brie avait volé son petit copain, elle avait détruit sa voiture, enfin un truc comme ça. Et donc, eh bien, Stéphanie a voulu, donc, admirative de ce qui s'est passé, elle a eu envie. D'ailleurs, je tiens à signaler que si ses enfants si elle veut que ses enfants soient admiratifs de Nikki, je tiens juste à signaler que si la chirurgie esthétique c'est vraiment quelque chose de féminin, il faudrait peut-être que Stéphanie se calme un petit peu. Enfin, je dis ça, moi je dis rien. Mais c'est pas ça le sujet. Donc Nikki Bella est donc arrivée et on lui a offert un match pour le titre des divas. Stéphanie lui a offert. Donc déjà, j'ai commencé à me dire, ok, donc on est en train de revoir ce qui s'est passé au début. Donc et là, bah, Brie est arrivé, a commencé un petit peu à se moquer. C'est comme ça, c'est comme ça que tu vois les choses, c'est comme ça que tu comptes l'analyser. Et là, il se passe quelque chose. Bien sûr, et il se passe qu'il y a une petite engueulade et Edge Lee arrive. D'ailleurs, Edge Lee en segment, elle est exceptionnelle. Hein. Sincèrement, elle est arrivée, elle a égayé ce segment et Paige qui est là. Et c'est en ce moment-là, donc on a les 4 divas qui sont présents. Brie se fait provoquer en disant démissionne par Nikki, et à ce moment-là, eh bien Brie pousse Nikki qui fait donc vaciller la championne des divas. D'ailleurs la photo on voit Paige essayer d'attraper la ceinture mais qui malheureusement va se casser la figure, mais finalement à la fin AJ prend la ceinture et fait un tour. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'intéressant? Déjà on peut considérer que j'ai l'impression qu'AJ Lee et Stéphanie, ça sent un petit peu le roussi, on a quand même quelque chose. Alors mais le reste, et pour moi, c'est le bordel intégral. C'est-à-dire que, on avait donc, si j'ai bien compris, en fait, on a ajouté des choses, et finalement, vous savez, c'est comme au Jenga. Vous enlevez des trucs, par dessous, et vous mettez dessus. Mais le problème, c'est que plus vous enlevez dessous, forcément, plus ça commence à tanguer. C'est normal. Plus vous êtes, c'est dangereux. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que si vous enlevez, là, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ils ont enlevé Jelly, et ils l'ont mis au-dessus. C'est ce qui s'est passé. Ils ont mis Nikki, donc ils ont mis Paige, ils l'ont mis au-dessus, c'est logique, c'est la championne. Ils ont mis donc après, il y a eu Brie qui a été mise, et finalement ça n'a pas été trop sûr, puisque Edge Lee a demandé, il faut dire voilà, jouer challengeuse, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc finalement l'édifice qui était au début très solide, a commencé à vaciller, et c'était tellement brouillon que alors vous allez suivre quand j'ai commenté, c'est que on ne sait plus qui est la challengeuse,
On ne sait plus, on sait qui est la championne, mais on ne sait plus qui est la challengeuse, on ne sait pas ce que sont les plans de la WWE, est-ce que c'est pour faire un Fatal 4-Way, mais alors AJ Lee, pourquoi elle dit je ne joue pas avec les autres, il n'y a pas eu d'annonce pour un titre des Divas la semaine prochaine, c'est très brouillon et malheureusement j'ai l'impression que tout le monde, même moi franchement, quand j'ai regardé ça, je me suis dit oh là 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 là, continuité zéro. Il faut être logique. Et la logique, il n'y en a pas eu. C'était trop brouillon pour pouvoir avoir quelque chose. L'idée est bonne. C'est-à-dire qu'on peut mettre Nikki, avantager Nikki est pas mauvaise. Mais, j'ai envie de vous dire, on a décidé de mettre deux rivalités en une seule, en espérant que ça fasse quelque chose. Mais malheureusement, quelle sera la finalité de l'histoire? Est-ce que Brie n'a pas très envie d'affronter Nikki, d'après ce qu'on peut comprendre? Est-ce qu'ils vont s'allier? Est-ce que Paige va... Est-ce qu'en plus, AJ Lee et Paige ont commencé à s'engueuler alors que la semaine dernière, une histoire de chocolat, la meuf fait une baise-main. Ils ont mis quelque chose ensemble et j'ai l'impression que si on commence à mettre les choses ensemble, qu'est-ce que ça va se passer? Il y aura des matchs par équipe. Si on les met ensemble, donc est-ce que Brie acceptera affronter Nikki? C'est trop compliqué. Et c'est le problème de ce show, c'est qu'on a voulu faire compliqué alors qu'il y avait des choses bien simples. On aurait pu séparer les deux rivalités. Brie et Nikki se seraient affrontés dans une guerre familiale avec peut-être 6 la winneuse, c'est-à-dire celle qui remporterait le match à Night of Champions, affronterait donc AJ Lee et Paige. Mais c'est tellement brouillon que je me suis paumé. Et ça, c'est quand même problématique. Ensuite, nous avons, eh bien, l'avant-dernier match, donc qui était proposé. Alors, je signale qu'il n'y a pas Adam Rose contre Heath Slater. Excusez-moi, mais qu'un lapin agresse Heath Slater, Bugs Bunny agresse Heath Slater, je m'en fous un peu. Et donc, on va donc parler de Stardust et Goldust qui sont en train de, bien sûr, d'augmenter leur heel turn. C'est pas mal, ça. On vous a appris bien sûr que Jay souffrait d'un problème au ligament. Alors je pense que c'est pas un work par rapport à ce qui s'est passé. Il souffrait quand même assez fort. La question maintenant, ça c'est très intéressant. La question est de savoir, c'est comment on va faire pour Night of Champion. Jimmy va-t-il récupérer un autre adversaire? Va-t-il laisser son frère continuer à se battre? C'est la grande question à $1 million. Mais en tout cas, Stardust et Goldust. La seule chose que je peux reprocher aux deux, c'est qu'il faudrait qu'ils soient encore plus fous. C'est-à-dire que là on a le minimum, mais il faut qu'ils pètent un câble. C'est-à-dire que il faut qu'on ait genre des segments, et je trouve d'ailleurs que le public a pas très envie de siffler Stardust et Goldust. Et ça peut quand même poser un petit peu problème et faire en sorte que peut-être que Jimmy et Jay perdent en crédibilité par rapport à cette rivalité. Et on termine, donc voilà à peu près mon avis. Et on termine donc avec donc le main event, le match à 6. Alors, le match était supposé... Alors, je veux bien qu'on mette le spear de Roman Reigns, pourquoi pas. Mais on a clairement vu, et ça c'était logique, qu'on ne voulait pas que John Cena perde en crédibilité. Et donc ce qui s'est passé, c'est que John Cena est allé voir Triple H, dire t'as vu ce que je suis capable de faire? Si moi je suis à la place de Triple H, je lui dis écoute, donc tu as fait un changement. Ton changement a donc fait que tu as fait un coup de bélier, une German suplex, un short powerbomb. Tu as fait un changement à Reigns, et Reigns pire 1, 2, 3 fini. Donc toi, la logique voudrait que toi, par rapport à ce que tu m'as donné, je voudrais te donner un match. Je te rappelle qu'en face de toi, tu as un type qui t'a humilié. Alors ça, tu veux redonner crédibilité, et je trouve que ça, pareil, ça manquait... Et surtout, on devine très vite que c'est John Cena qui va rester challenger numéro 1. Et ça encore, manque de réflexion, c'est complexe. Plus simple. John Cena balance un double A à tout le monde, et à ce moment-là, regarde Triple H en disant lui, moi je les ai tous dégommés, toi, donne-moi mon match. Ça aurait été plus simple, ça aurait été plus clair, ça aurait été plus précis. Là, ça manque, encore une fois, on a l'impression de se dire, et voilà, ça manque encore de clarté. Et la clarté, c'est ce qu'il faut dans un show de catch. On ne peut pas se permettre de vouloir faire un petit peu ci, un petit peu ça. Bon voilà, on va s'arrêter là. Donc si je devais résumer le show, complexe, compliqué, trop compliqué. Il faut plus simple. Sinon, le show est pas mal. On va dire que il y a ce qu'il faut. On a des matchs intéressants, on a un match à 6, on a d'ailleurs la semaine prochaine on aura des bons matchs, mais les segments ont été brouillons et le show, je trouve, s'en est pas ressorti grandi. Même moi qui suis quand même un grand fan de catch, je me suis même perdu.
Et d'habitude, j'ai passé pas comme ça. Alors ça, c'était pour me faire tourner en bourrique, c'est peut-être aussi pour lancer quelques petites pistes par-ci par-là. Mais j'ai trouvé que ça manquait trop de clarté, et ça s'est ressenti. Parce que si tout était plus clair par rapport à ce que j'avais annoncé, je pense que le show aurait pas été ridiculement là. Je pense que les matchs ont été intéressants. Alors même si la deuxième partie, on a vu et tout ça, était relativement nulle, les autres matchs permettaient la construction des rivalités. On avait le match à 6 qui était sympa, que je trouve très rythmé. On avait quand même des choses, mais ça manquait un peu de clarté, et ça c'est quand même un petit peu dommage. Bon allez, on va s'arrêter là. On va se retrouver bien sûr pour WWE SmackDown, pour le SEO Live, et nous bien sûr on se retrouve pour un nouvel épisode. Allez, salut à tous!